Bonjour Marjorie. Bonjour Geoffrey Larocca. Bonjour à tous. Une thématique qui entre évidemment dans le vif du sujet, les GAFA sont-ils les cancres de la publicité digitale? Évidemment, un business model qui repose sur la performance, sur la monétisation des données, les GAFA qui subissent une espèce de crise de confiance depuis plusieurs saisons maintenant, la régulation européenne qui les tacle, les alliances avec les autres acteurs du marché qui commencent à entrer en résistance. Forcément, tout ça, ça nous pose question. Mais c'est vrai que le mode de consommation de l'info, lui, il ne cesse d'évoluer, des moteurs de recherche au newsfeed. Ceci dit, par rapport à un acteur comme vous, comme Tids, Google et Facebook, ils ont quand même une capacité à capter immédiatement le lecteur avant qu'il consomme le moindre contenu qui est assez phénoménal. Donc, quand vous allez voir un annonceur, quand vous allez le démarcher, comment est-ce que vous réussissez à tirer votre épingle du jeu, puisque vous n'avez pas cette force de traction là au départ? Alors justement, c'est toute l'analyse qui a été faite chez Tids et qui nous invite cette semaine d'ailleurs à lancer une nouvelle signature, un nouveau positionnement. Tids, c'est la plateforme média mondiale, The Global Media Platform. Et en fait, on est parti de ce constat-là que vous analysiez très bien, Marjorie, sur la consommation qui a changé. Avant, vous alliez consommer un média en allant le chercher au kiosque et vous étiez souvent captif d'un ou deux journaux, vous n'en consommiez pas 50 par jour ou même une dizaine, vous n'alliez pas ramener 10 journaux par jour chez vous. On a changé de mode de consommation. Le nouveau kiosque aujourd'hui, ce sont les moteurs de recherche d'un côté qui sont la porte vers la porte d'accès à l'information, un moyen d'accéder à l'information, et les newsfeeds, qu'ils soient sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Et aujourd'hui, via ces nouvelles façons d'accéder à l'information, effectivement, les médias ont perdu énormément de puissance. Parce qu'individuellement, ils ne sont pas capables de proposer l'audience massive en amont de la consommation média. Si toute la journée je consomme en passant par Google ou par Facebook une quinzaine de marques médias, finalement il n'y a que deux grandes plateformes qui peuvent me suivre dans cette consommation et proposer aux annonceurs une mécanique complète avec un scénario précis de ciblage. L'idée de Tids, ça a été de réunir tous les médias en aval de ce choix de consommer le contenu via les newsfeeds par exemple, de les mettre ensemble, de créer une alliance mondiale d'éditeurs. Et de cette alliance, on se rend compte en fait qu'on arrive à générer une puissance similaire dans de nombreux pays, puisqu'aujourd'hui on touche 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde via la plateforme média mondiale qui est Tids. Et en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, on arrive même à être au-dessus. On est plus puissant que Facebook et Google et YouTube dans ces pays-là. Notamment en France, on a 47 millions d'utilisateurs. 87% de la population Internet couverte selon Médiamétrie. Donc on se rend compte que les médias mis ensemble, on peut leur redonner de la valeur en créant cette plateforme qui est globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, et je reviens à cette crise de confiance, et on en parlera évidemment tout à l'heure avec Laurent Soli pour la partie Facebook, mais cette crise de confiance, ce besoin de transparence, c'est une chance finalement pour vous, ça devient un argument de vente pour aller rechercher, réengager avec les audiences, avec les médias? Oui, c'est clairement un argument de vente pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas de constituer une alternative à des grandes plateformes en disant voilà, c'est bon, on a coché la case du reach et de la puissance. On arrive à délivrer une audience aussi massive qu'eux dans certains pays. Ce n'est pas le cas partout dans le monde, parce qu'ils touchent bien plus qu'1,2 milliard d'utilisateurs, évidemment. Mais en tout cas, dans certains pays, on arrive à recréer cette puissance. C'est une des cases à cocher. La deuxième case, c'est la case de l'expérience utilisateur, de la technologie. En fait, aujourd'hui, on avait des médias qui sont historiquement constitués avec des régies publicitaires, et en face, ceux qui sont leurs concurrents aujourd'hui ne sont pas des régies publicitaires. Ce sont des acteurs technologiques. Des gens qui sont constitués de dizaines de milliers d'ingénieurs qui réfléchissent toute la journée à l'expérience utilisateur, la fameuse UX. Et ça, c'est la deuxième case à cocher. La puissance, l'expérience utilisateur, c'est ce qu'a créé Tids en proposant des formats qui sont innovants, respectueux d'utilisateurs, que ce soit vidéo ou non vidéo. Et puis le sujet qui nous manquait, c'était la data. Évidemment, on en parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente. Et là, le rapprochement avec le groupe Altis nous a permis de récupérer cette data first party, notamment via SFR en France et les actifs d'Altis aux États-Unis. Mais derrière ça, une fois qu'on a coché ces trois cases pour dire voilà, c'est bon, on a recréé quelque chose qui est l'alternative, il faut aller plus loin. Il faut proposer quelque chose qui soit plus économique, plus performant et surtout une plateforme ouverte à l'ensemble des tiers de mesure. Je vous prends en mot le fait finalement de ne plus être indépendant, d'avoir été racheté par Altis en mars 2017. C'est juste la brique data que ça vous apporte ou c'est autre chose? Ça nous apporte énormément de choses. La data, c'est le premier sujet, bien évidemment.
Le deuxième sujet, je dirais, cette capacité d'avoir un laboratoire permanent à disposition, puisque TIDS travaille toute la journée avec d'un côté des éditeurs, à qui on fournit notre technologie, et de l'autre des annonceurs, à qui on vend évidemment des publicités. Il se trouve que dans le groupe Altis, on a la chance d'avoir un annonceur, un puissant annonceur français qui est SFR, et des éditeurs BFM TV, l'Express, Libération notamment. Donc c'est cette capacité d'avoir un laboratoire permanent, d'avoir des forces commerciales avec qui on discute évidemment et on l'annoncera d'ailleurs dès la semaine prochaine, proposer des nouveaux produits avec les équipes de Pierre-Henri Médan chez Next Régie à l'occasion de la publication des conditions générales de vente 2019. Des produits très innovants puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a des synergies, il y a des points communs entre BFM et TIDS, notamment sur cette capacité à cibler les petits consommateurs télé, ceux qui passent finalement pas 3 heures par jour devant la télé, mais qui vont regarder une chaîne d'information quelques minutes et consulter beaucoup d'informations sur leur mobile toute la journée et être touchés par TIDS. Sauf que jusqu'à présent, vous aviez aussi une image de disrupteur finalement de la publicité digitale parce que indépendant. Il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu, compliqué maintenant à vivre où vous pouvez être toujours dans la position du challenger ? Je pense toujours, et d'ailleurs ça a été la position, et c'est toujours la position du groupe Next Radio TV qui fait partie d'Altis maintenant, cette position de challenger par rapport à d'autres acteurs. Au contraire, on a beaucoup à apprendre maintenant de nos nouveaux cousins. Ce qui a changé pour nous, c'était une différence de passer de plusieurs actionnaires, plusieurs fonds, plusieurs business angels, qui étaient parfois compliqués à gérer. C'est l'avis de Pierre Chapas quand on lui pose la question, et maintenant on a un seul actionnaire, qui est Altis, avec un interlocuteur principal qui est Patrick Drahi. Donc c'est beaucoup plus simple finalement quand on a des perspectives et quand on veut être challenger. Donc pas de schizophrénie chez TIDS. Si on vient à nos problématiques de transparence et du besoin vraiment de transparence qu'ont notamment les annonceurs, comment est-ce qu'on peut les rassurer aujourd'hui ? En fait, on peut les rassurer en leur expliquant que tout est mesurable. Il n'y a pas de black box aujourd'hui. Le digital a souvent, malheureusement, s'est construit, notamment l'écosystème publicitaire, avec énormément de flou. C'était impossible de savoir quand vous achetiez une campagne publicitaire où elle était diffusée. Moi, j'ai découvert le monde de la publicité digitale il y a à peu près 4 ans quand j'ai rejoint TIDS. Et j'ai découvert quelque chose qui était pour moi ahurissant, qui me paraissait incroyable. C'est comme si vous achetiez de la publicité dans un magazine et qu'elle n'était jamais imprimée. En fait, il y a un constat sur le digital, c'est que c'est encore le cas pour beaucoup d'annonceurs aujourd'hui, malheureusement. Vous achetez 200 impressions publicitaires. Au final, il n'y en a que 100 qui sont visibles. Sur les 100 qui sont visibles, il y en a 90 qui sont vus par des humains et 10 par des robots. Et sur les 90 vus par des humains, en fait, il y en a 20 qui sont vus par des gens qui sont dans la cible de l'annonceur. Donc en fait, il faut redonner de la valeur, redonner de la confiance. Et pour nous, l'essentiel est d'avoir une plateforme technologique totalement ouverte, ouverte à la mesure de tout ce qui est mesurable. On mesure la visibilité, on mesure la performance, on mesure la fraude publicitaire, qui est un fléau sur Internet. On mesure aussi la sécurité pour les marques, cette capacité de dire ma marque est dans un contenu qui est pertinent, pas dans un contenu d'intox, puisque maintenant on ne parle plus de fake news, ou dans un contenu qui parle de pédophilie, de viol, de terrorisme. Et ça, la technologie nous permet de le faire. Et il faut être ouvert. Aujourd'hui, malheureusement, d'autres plateformes ne permettent pas de le faire. Quand je fais de la publicité dans une vidéo aujourd'hui, finalement, il n'y a aucun. Et on peut mettre, je pense qu'il faudrait mettre 800 000 modérateurs pour modérer ce qui se passe à l'intérieur des grandes plateformes vidéo. Pareil sur les réseaux sociaux. Comment je mesure finalement, je vois où ma publicité est diffusée, si l'internaute que je cible est abonné à un groupe qui est peut-être misogyne, antisémite ou raciste. Alors je sais qu'il y a un ménage qui est fait, mais en fait on parle de plateformes face à des éditeurs qui eux ont des journalistes, des rédacteurs en chef, des directeurs de la publication. Il y a une vraie différence et il y a une vraie barrière à l'entrée qui peut rassurer les annonceurs. Si on continue justement sur cette question des éditeurs, la résistance elle s'organise, on le voit par exemple avec l'Alliance Gravity. Pour vous, c'est quoi ? C'est une nouvelle source de partenariat ou c'est des nouveaux concurrents qui arrivent en ordre dispersé ? Je pense qu'ils font le même constat, qu'il faut recréer une puissance. Donc nous, et le groupe Altis est partenaire d'ailleurs de Gravity, c'est des alliances qui sont intéressantes. On le voit d'ailleurs dans de nombreux pays, il y a quelques alliances qui se créent. Le problème, c'est que c'est souvent des projets qui mettent beaucoup de temps à se réaliser, concrètement parce que encore beaucoup de groupes médias n'ont pas compris qu'ils n'étaient plus vraiment concurrents entre eux et qu'ils avaient finalement 2 grands concurrents. C'est parfois des alliances qui patinent, qui n'ont pas de dominance technologique forte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, TIDS, c'est par exemple 130 ingénieurs à Montpellier qui peuvent être
pertinent et être rentable pour nous. On est une société rentable depuis de nombreuses années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est présent aujourd'hui dans plus d'une vingtaine de pays avec 36 bureaux. Donc on rentabilise cet investissement dans la R&D. Et ça, c'est essentiel. Et je pense aussi qu'il faut comprendre ce qu'offrent aujourd'hui les grandes plateformes. Quand je parlais tout à l'heure d'audience massive, c'est la capacité pour un annonceur comme Chanel d'aller proposer une campagne dans 30 pays avec un seul interlocuteur, une seule technologie, un seul format. Peut-être évidemment avec des traductions en fonction des langages. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas proposer à un annonceur comme Chanel, dans 30 pays, d'avoir 5 technologies différentes, d'avoir 27 000 reportings différents. Donc l'essentiel est de comprendre quelle est la concurrence. La concurrence, c'est un one-stop shop mondial, et il faut recréer ce one-stop shop mondial. Un guichet unique ? Tout à fait. Alors justement, comment est-ce que aujourd'hui, face, encore une fois, cette résistance qui s'organise, il y a aussi une nouvelle éducation des éditeurs et des annonceurs à faire. En gros, comment est-ce qu'on est en train de transformer la chaîne de valeur ? Comment est-ce que, surtout, on est en train de passer, si j'ose dire, de l'industrie du PC à l'appellisation de la publicité digitale, sans le côté écosystème fermé, si vous me permettez. Oui, évidemment. En fait, c'est un très bon exemple, c'est que aujourd'hui, finalement, le monde de la publicité digitale, c'est un petit peu comme le monde du PC. Vous avez votre unité centrale, une carte graphique NVIDIA, un processeur Intel, Microsoft pour les logiciels. C'est un écosystème un peu compliqué. Et en face, on a un écosystème plus simple, alors qui est évidemment très fermé, qui est Apple, qui est beaucoup plus simple à comprendre. C'est un point d'accès unique, un seul environnement. Et l'idée, je pense, pour les médias, c'est de comprendre que les annonceurs ont besoin de cet écosystème beaucoup plus simple. Et cet écosystème, c'est de proposer à des annonceurs une plateforme qui est end-to-end. On ne va pas faire un seul des métiers aujourd'hui, on va faire l'ensemble des métiers. D'un studio créatif qui permet d'adapter les créas, notamment qui viennent de la télé, pour qu'elles soient diffusées sur le mobile, jusqu'à une interface d'achat aussi simple que celle de Facebook ou de Google, une DMP, cette place de marché, ce one-stop shop de tous les éditeurs dans le monde, et évidemment, côté éditeur, des outils comme des ad serveurs, des SSP qui leur permettent de monétiser de leur audience et surtout qui leur permettent de recouvrer de la valeur. Là, je pense que l'une des valeurs ajoutées de Tids et le combat quotidien dans cette union des éditeurs, c'est de leur redonner de la valeur. Cette année, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être versés aux éditeurs dans le monde, plusieurs dizaines de millions d'euros en France. Ça nous paraît essentiel et ce n'est pas dans des projets innovants que nous investissons, c'est vraiment on leur donne les technologies qui leur permettent de recouvrer de la valeur. Très rapidement, question de conclusion avec Enguerrand. Oui, dans le cadre du rapport parlementaire sur la modernisation de l'audiovisuel, il y a une proposition qui est celle de tester, voire même avant généralisation, la publicité ciblée, la publicité broadcast ciblée, donc via une voie de retour, les box. C'était une demande très forte du groupe Altice, BFM. Pour vous, ça apporte quoi ? Alors la publicité ciblée en digital est essentielle. On parlait beaucoup de data, d'aller choisir, trouver le bon utilisateur au bon endroit au bon moment et lui proposer la bonne création publicitaire. C'est ce que fait Tids au quotidien. C'est essentiel parce que je pense qu'effectivement la législation était un petit peu ancienne, pas adaptée à une concurrence, notamment je crois qu'elle était faite pour préserver la PQR en grande partie, mais finalement les grands concurrents de la PQR aujourd'hui ce sont les grandes plateformes. Aujourd'hui, on le sait très bien, plus de la moitié du chiffre d'affaires des grandes plateformes, je crois que c'est le cas de Google, alors ils ne communiquent pas trop sur leurs chiffres, donc c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est ce que j'entends, plus de la moitié du chiffre d'affaires de ces plateformes est fait en local, par le petit coiffeur du coin qui va acheter sa publicité. Donc finalement, ne pas donner à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur cette possibilité de proposer des publicités ciblées, ce n'est pas pertinent quand on veut essayer de concurrencer un peu mieux ces acteurs. Pour nous, c'est une capacité, effectivement, quand il y aura de la publicité ciblée à la télé, d'aller proposer, de poursuivre le speech de l'annonceur, de poursuivre l'expérience publicitaire sur son mobile quand on a déjà été ciblé en télé. Et donc, en local, ça explique la stratégie après BFM Paris, BFM Lyon. Et donc, alors moi, je m'exprime pour Tids et pas pour les autres médias et les autres assets du groupe. Vous pensez que ça va aider, effectivement, les médias audiovisuels locaux qui, pour l'instant, ont mis... je sais pas, une vingtaine d'années sans jamais ne faire aucun modèle économique, la publicité ciblée pourrait développer ce secteur. Je pense que ça va aider l'ensemble de l'écosystème parce qu'on voit qu'il y a une captation de la valeur de cette publicité, captation de valeur de la publicité locale par des grands acteurs. Donc il faut redonner aux acteurs plus historiques de l'audiovisuel cette capacité à aller aussi cibler les utilisateurs. C'est ce que souhaitent
finalement les annonceurs, c'est de ne pas gaspiller leur budget publicitaire. Quand je cible un homme 25-49 ans, parce que je veux lui vendre une voiture, je ne veux pas cibler quelqu'un qui a entre 15 et 18 ans. Ça n'a aucun sens. Donc il faut effectivement redonner les moyens à l'ensemble de la chaîne de valeur de proposer des publicités pertinentes. Tids ou le Che Guevara de la publicité digitale. Merci beaucoup, Geoffrey Laure. Comme quand on commençait sur les mauvais élèves que pouvaient être les gars formateurs de publicité digitale, je me permettais cette petite pirouette de fin. Merci infiniment. Merci en tout cas, beaucoup. vous pouvez Merci l'applaudir. Enguerrand, On a merci fait désolé Marjorie. d'avoir coupé ces applaudissements.